Je me suis longtemps demandé comment lancer cette nouvelle chaîne YouTube. Je savais globalement quel sujet je voulais traiter, mais je savais pas lequel pourrait poser la première pierre de ce nouveau projet. Darus in Fata Morgana? Non, ce n'est pas assez représentatif du nouveau contenu. Hunter x Hunter? Non, c'est trop tôt pour s'attaquer à ce genre d'œuvre. Jojo? Ça fait des années que je galère à trouver un angle d'approche pour en parler. Vous avez compris, c'était un sacré casse-tête. Et puis au travers d'un visionnage, l'idée parfaite m'est venue. Et ce visionnage, c'est celui de la saison 2 de Made in Abyss. Je me suis rappelé que Made in Abyss était le sujet de la première vidéo de mon ancienne chaîne, sauf que bon, la vidéo est un petit peu nulle à chier. Déjà, je ne couvre que la saison 1 alors que le film qui faisait suite était déjà sorti, j'ai écrit le texte en 30 minutes, je faisais plein d'impros foireuses, mon argumentation est hyper bancale, bref, c'est une vidéo à oublier. Je me rends compte maintenant que cette vidéo ne couvre même pas 2% de ce que je pourrais dire sur cet animé. Il est donc temps aujourd'hui de rattraper ça. Il est possible que vous ayez cliqué sur cette vidéo sans vraiment savoir de quoi je parle. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Made in Abyss est à la base un manga de Akihito Tsukushi prépublié sur internet depuis 2012. La série compte aujourd'hui 12 tomes et une adaptation animée comptant 2 saisons, 2 films récapitulatifs et un film faisant la transition entre la saison 1 et la saison 2. Je vais passer rapidement sur le bonhomme qui fait ce manga. Que ce soit clair, ce type a clairement un problème. Il est visé par plein d'accusations de pédophilie et il y a eu un ou deux passages du manga quelque peu étranges, disons. Ça pose une nouvelle fois ce débat. Faut-il séparer l'homme de l'artiste? C'est un petit peu le même cas que pour Roman Polanski. Le gars a été jugé coupable d'un viol et est accusé de plusieurs autres. Malgré tout, ça reste un réalisateur majeur de l'histoire du cinéma. Donc voilà, tout ça pour dire que je n'ai pas la réponse à cette question, et que cette vidéo n'est pas là pour ça. À vous de vous faire votre propre opinion sur cette histoire. Donc, Made in Abyss, ça se passe dans un monde qui n'est clairement pas le nôtre. L'action principale se déroule sur une île qui contient un gouffre immense en son centre. Personne ne connaît vraiment sa profondeur, à l'intérieur se trouvent différents biomes et créatures merveilleuses, ce qui le rend très dangereux pour les nombreux caverniers. Mais le plus gros danger de l'abysse, ce n'est pas ça. Ce qui rend toute exploration vers le fond complètement suicidaire, c'est la malédiction de l'abysse, aussi appelée le fardeau. La principale raison de tout l'inconnu qui règne autour du fond de l'abysse, c'est qu'une fois descendu, vous ne pouvez pas remonter indemne. L'abysse est décomposé en plusieurs paliers en fonction de la profondeur. En haut, vous risquez peu, quelques maux de tête, des vomissements, rien de bien méchant. Sauf que très vite, ça devient plus compliqué. Vous pouvez avoir des hallucinations, cracher du sang et même perdre votre humanité au 6ème palier, le dernier sur lequel les caverniers ont des données. Sauf qu'arrivé au fond, c'est le rêve de Rico, une jeune fille. Un jour, lors d'une exploration au premier niveau de l'abysse, elle tombe sur l'égout. L'égout est un robot à l'aspect humanoïde qui possède une conscience mais a complètement oublié qui il est et d'où il vient. Après un concours de circonstances, Rico va tirer la conclusion qu'il provient sûrement des tréfonds de l'abysse. Eux deux décident alors de se lancer dans un aller sans retour vers le fond de l'abysse. Rico espère trouver des réponses à ses questions, notamment sur sa mère cavernière de renom, qui n'est jamais revenue à la surface. Les deux vont devoir faire face à la terrible réalité de cet endroit maudit et habité par le désespoir. Mais posons-nous les bonnes questions. Est-ce que ce récit, ça marche ? Il s'agit d'une histoire purement portée sur l'aventure, les rêves d'enfants, la découverte de l'inconnu, l'œil complètement innocent que vont porter ces enfants sur cette réalité cruelle et tout ce qui en découle. C'est un parti pris qui est intéressant sur le papier. Les animés se voulant aussi sombres et matures avec des personnages de cette tranche d'âge, un peu à la Madoka Magica, auront tendance à mettre des personnages déjà très pessimistes et mal dans leur vie. Là, en mettant Rico, une enfant pleine d'optimisme, de confiance en elle, de rêves, aux côtés de l'égout, un robot qui voit les choses de manière moins empreinte d'émotion, et d'un troisième personnage qui apparaît plus tard qui lui a une vision beaucoup plus pessimiste du monde, il y a quelque chose de vraiment très intéressant. Les trois sont un petit peu toujours en opposition. Au fond, ils ont le même but et ils vont dans la même direction. Seulement, ils n'ont pas la même vision de leur péripéties, ils vont avoir des manières différentes de réagir à la même situation. C'est un petit peu comparable au travail d'Hideaki Anno sur Shinji, Rei et Asuka, les trois protagonistes de Neon Genesis Evangelion. Bon, dans Made in Abyss, c'est moins extrême, moins cliché et surtout, ils ne sont pas vus par les mêmes spectres. Ça pourrait être intéressant de revenir en vidéo sur ce genre de cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Pour en revenir à nos moutons, malgré toutes les horreurs que vivent les protagonistes, l'auteur ne les condamne pas, car en réalité, si Rico et l'égout s'en sortent, c'est grâce à leur persévérance, bien qu'il y ait un brin de chance malgré tout. C'est un bel éloge du mérite et de l'effort tout en restant réaliste. Pour un qui réussit, il y en a 100 qui échouent. En tant que mangaka, Akihito Tsukushi a sans doute compris ça mieux que beaucoup, vu à quel point le milieu du manga est saturé et compétitif. Je trouve ça intéressant qu'il puisse parler de ça dans quelque chose comme un manga d'aventure. Ceux qui échouent dans l'exploration, c'est ceux qui remontent alors qu'ils ont fait une grosse partie du chemin. Ceux qui abandonnent après avoir investi tant d'efforts dans l'exploration de l'abysse. C'est un parallèle que je trouve intéressant et motivant pour la vie de tous les jours. Et puis, ce n'est pas naïf dans le propos non plus. C'est-à-dire que parfois ils ont besoin de chance ou d'aide extérieure, mais lorsqu'ils font les efforts nécessaires, cette chance et ces aides viennent beaucoup plus facilement. Bon,
Maintenant que j'ai fait mon youtubeur dev perso, parlons de ce qui fait que cet animé a tant marqué, ses émotions. Essayons de comprendre pourquoi Made in Abyss est si puissant. Certains l'ont sûrement réduit à sa violence ou sa noirceur. Je demande alors à ces gens-là, si ce n'était que ça. Pourquoi tant d'animés se sont cassés les dents à ne faire que ça? Another est un parfait exemple. Beaucoup de morts, beaucoup de sang, mais une histoire terriblement vide, qui soit te laisse insensible, soit te procure des barres tellement immenses que t'en gardes un souvenir joyeux. Made in Abyss n'est pas dans ce cas-là. Déjà, vous vous en doutez avec ce que j'ai dit précédemment, mais les personnages ne sont pas uniquement vus par le fait qu'ils soient des réservoirs de sang pour choquer le spectateur. Bah oui, une mort atroce ce n'est impactant que quand le personnage est bien écrit. Et bien écrit, ce n'est pas seulement être attachant, drôle ou agréable, loin de là. Il faut que sa mort aille dans son évolution logique. Si c'est la fin de son arc narratif, qu'il commet des erreurs fatales, que son importance va diminuer ou disparaître, là c'est d'un coup plus fluide. Parce que faire mourir des personnages de merde aléatoirement, c'est nul. Certes, c'est plus imprévisible, mais à part ça, il n'y a aucun avantage. Tout ça pour dire que parfois c'est assez prévisible, mais que c'est assez bien fait pour que cela ne pose aucun problème. Donc que ce soit dans leur création, leur développement ou leur conclusion, je ne vois rien à redire sur les personnages. Et je trouve notamment qu'il y a une justesse d'écriture assez intéressante sur les antagonistes. En réalité, ce ne sont jamais des personnes très éloignées de Rico ou les goûts dans leurs objectifs. Seulement, ils ont une perception différente de ces derniers et ont tendance à utiliser des moyens peu scrupuleux, disons. Avec ça, on pourrait facilement tomber dans la spirale négative de « il n'est pas vraiment méchant au fond ». Mais on n'est pas là-dedans, le récit les condamne sans arrêt. Ou au mieux, nous laisse nous faire notre opinion sur ces personnages, sans vraiment apporter de réponse. Donc en gros, rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est gris. Donc en conclusion, Made in Abyss touche juste dans tout ce qu'il entreprend si on met de côté les quelques passages assez étranges dont on aurait clairement pu se passer. C'est compliqué d'en parler sans spoiler, mais j'espère que cette lecture de l'histoire ne vous paraît pas trop superficielle. C'est un point qui a fait l'unanimité dans la saison 1. Tout ce qui est technique est parfait. C'est magnifique, le choix des couleurs tape toujours juste, les chara-designs ont été parfaitement repris du manga, les bruitages sont parfaits, les musiques sont inoubliables. La direction artistique est superbe et elle m'a marqué au fer rouge. Je matais sans arrêt des compilations des plus beaux plans de la série, j'écoutais en boucle ce petit bruit après l'opening. Et les OST tournaient tout le temps dans ma playlist entre deux sons de Kendrick et des OST de Jojo et Fullmetal Alchemist Brotherhood. Le film, pareil, certaines scènes sont du caviar visuel, la colométrie est toujours parfaite, les musiques aussi et l'ending est superbe. Encore un carton plein. La saison 2, c'est plus compliqué. La saison 2 est découpée en deux parties. Une partie avec des flashbacks et une autre dans le présent. Le rendu visuel de la partie flashback est excellent. Franchement, je me suis régalé devant tous ces visuels. Mais je ne peux pas en dire autant de la partie dans le présent. C'est bien, mais clairement en dessous du reste de la série. Déjà, je trouve la colorimétrie trop claire. Ça ne colle pas au récit, je trouve. C'est bien coloré, dites donc, pour une cité censée représenter le désespoir, la haine et les espoirs déchus. Et puis, les CGI. Qu'on s'entende bien, elles ne sont pas mauvaises du tout. Elles vont même en s'améliorant avec les épisodes. Seulement, ça fait bizarre d'en voir dans Made in Abyss, sauf erreur de ma part, il n'y en avait pas ou peu avant. Mais comme je l'ai dit avant, elles sont bonnes, et puis au final, au bout d'un moment, on ne les remarque même plus. Je sais que c'est cependant un énorme red flag pour certains puristes 2D, du coup je préfère le préciser. Également, le rythme ralentit légèrement dans la saison 2, je ne sais pas si c'est à cause du manga ou de l'adaptation, pareil, ça ne m'a pas gêné mais je préfère le préciser. Et pour finir, je dois avouer que les musiques m'ont moins marqué, mais elles ne sont pas moins excellentes. Bon, c'est compliqué de développer plus sur les aspects techniques, je ne ferai que de me répandre en superlatifs divers et variés, ce qui ne présente pas beaucoup d'intérêt, alors autant conclure. En conclusion, Made in Abyss est selon moi un chef-d'œuvre, il y a tout dedans. C'est le genre d'œuvre où je n'arrive pas à voir ce qu'on pourrait changer pour l'améliorer ou faire aussi bien. Ça rejoint cette case très restreinte des animés qui m'émerveilleront toujours, quand bien même je les connais par cœur. Comme ça, je peux citer Cowboy Bebop, Fate Stay Night Unlimited Blade Works, Bakuman ou encore JoJo's Bizarre Adventure. Au final, n'est-ce pas le plus important ? Je sais que c'est bateau de le dire comme ça, mais prêtez surtout de l'attention à ce qui vous fait vibrer. Après tout, ces œuvres sont faites pour ça. Bref, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder la vidéo en fiche pour tout savoir de ce nouveau projet. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était Kenya. À la prochaine.